Bonjour, c'est Thomas de Polyworkshop. Aujourd'hui, on va parler impression 3D résine, ça faisait longtemps, avec la nouvelle Photon Mono M5S d'Anycubic, qui est une imprimante 3D résine de taille moyenne, mais qui était la première imprimante de 12K, voilà, annoncée il y a quelques jours. Donc on va parler un peu de tout ça dans ce test. Alors ce test, on va pas faire 20 milliards d'impressions 3D, parce qu'on commence à voir des choses finalement assez classiques, mais on va s'attarder un peu plus sur des choses qui lui sont spécifiques, tout du moins la première à proposer ça. Alors voilà, donc on va parler un tout petit peu spec pour commencer. Donc l'écran est un écran de 10,1 pouces, voilà, qui fait 12K. En gros, il y a 11 520 pixels de large par 5120 sur la profondeur. Alors en fait, on n'est pas sur un vrai 12K, car les pixels, alors Anycubic annonce 19 microns, en fait c'est pas vrai, c'est des pixels qui font 19 par 24 microns, ils sont rectangulaires, donc on est plus proche du 22 microns si on fait la moyenne, mais déjà pour une machine de cette taille-là, c'est impressionnant, car on n'était pas en dessous de 28 microns jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Donc on commence à encore plus gratter en qualité, et vous le savez, moi quand une imprimante propose des pixels tout petits, c'est de meilleure qualité, et c'est en revoir l'anti-crénalage, donc je ne peux être que très content. Pour continuer sur les specs, l'écran aussi au passage, c'est un écran plutôt à haut contraste avec un ratio de 480 pour 1. Et au niveau du volume d'impression, on est sur une largeur de 218 par 132 mm, mais on est passé des 250 à 200 mm en hauteur. Voilà, ça fait déjà depuis quelques temps qu'Anycubic réduit un petit peu sur la hauteur les machines. Et j'avoue que je vous dis dès maintenant, pour moi, c'est un point noir sur la machine, car j'aime bien faire des grandes impressions, pas des miniatures. Et pour moi, c'est 4-5 cm de moins. C'est un petit peu dommage. Mais hormis l'écran voilà, de 12K, il y a pas mal de choses en plus. Déjà, ils ont rajouté un système en fait, de détection au niveau on va dire de l'écran qui permet déjà d'avoir un système de plateau qui ne se règle pas. En fait, le plateau se règle automatiquement. C'est pas le plateau en lui-même, c'est qu'au niveau de l'écran, apparemment, ça doit bouger légèrement pour, on va dire, mettre le tout à plat, ce qui est assez intéressant, sachant qu'il y a un détecteur, je suppose, de pression au niveau de l'écran, j'ai rien vu au niveau du plateau, qui permet aussi de détecter, par exemple, qu'une impression a raté ou qu'il n'y a plus de résine. Je ne sais pas si vous avez vu sur ma vidéo, il n'y a pas très longtemps, j'ai parlé notamment d'une imprimante 3D différente, la Athena, qui propose ce genre de détecteur, un peu plus avancé, par contre, je ne vous le cache pas. Et il faut croire qu'il y a eu de l'inspiration peut-être dessus. Mais au final, pour l'utilisateur, c'est très bien. Il n'y a plus ce stress de comment je vais régler le plateau au niveau de l'imprimante. Le système le fait tout seul. Et justement, si l'impression se rate, il n'y a plus d'effet ventouse dessus. Il n'y a plus, je pense, de pression sur le plateau. Et donc, l'imprimante va détecter que l'impression est ratée, comme il y a peut-être plus assez aussi de résine dedans. Donc, tous ces systèmes-là d'analyse sont proposés avec cette machine-là. Et ça, franchement, c'est un truc qui est super cool parce que ça va simplifier l'accessibilité à l'impression 3D résine. Enfin, au niveau des specs, le truc que je trouve le plus intéressant en ce qui me concerne, c'est la vitesse. La machine est annoncée comme étant capable d'aller jusqu'à 20 mm par seconde. Alors pour des couches de 100 microns, bien sûr, mais je parle vraiment des déplacements de 20 mm par seconde. C'est extrêmement rapide, sachant qu'en général, on est au maximum à 4-5 mm par seconde. Donc là, on va faire un facteur quand même x4, on va dire, en moyenne en termes de vitesse, même si on est généreux x3 dans le meilleur des cas. Et ça, j'avoue que j'ai été agréablement, on va dire, surpris de passer à ce genre de performance. Alors attention, il y a un mais, un gros mais, ça ne marche pas pour tout. C'est-à-dire, il faut déjà être en mode basique, simple, on va dire, pour les paramètres au niveau donc, de l'impression. Et surtout, c'est qu'il faut utiliser une résine particulière que j'ai ici, qui est la High Speed Resin d'Anycubic. C'est une résine qui est hyper fluide. Je ne l'ai pas utilisée, mais franchement, je l'entends en la bougeant à l'heure actuelle. Imprimer des couches de 100 microns pour pouvoir imprimer donc ces 10 cm par heure. Et il faut que vos modèles soient absolument, on va dire, avec des toutes petites surfaces de contact au niveau de votre impression. C'est-à-dire, en gros, il faut 2 mm d'épaisseur au niveau de vos surfaces et pas plus. Donc, il y a quand même pas mal de critères à prendre en compte. C'est-à-dire que vous avez une imprimante qui propose du 12K, des petits pixels et tout, mais si vous voulez le mode speed, il faut imprimer avec des critères qui sont assez restrictifs, autant pour le type de modèle que la qualité de 100 microns comparé à 20 microns, 22 microns de taille de pixels en moyenne. Ça fait un certain contraste. Mais ce que je trouve super intéressant, c'est que vous faites de la conception de modèle, vous voulez valider la forme sans chercher la qualité hyper précise au pixel près. Franchement, ce mode speed peut être super intéressant. Donc voilà, pour moi, j'étais très content. Mais surtout, ce qui est intéressant à côté, c'est de pouvoir tout simplement imprimer des modèles normaux
un peu plus rapidement. Parce que c'est pas que l'imprimante qui va plus vite, le film FEP qui se trouve au fond est un nouveau type de FEP, de film, alors je sais plus quel est le nom, qui en fait accroche encore moins, donc il y a moins de force appliquée directement au niveau de ce film-là, donc on peut aller plus vite. Ce qui veut dire que peut-être que sur une résine un peu moins fluide, mais relativement fluide, et des modèles un peu plus standards, peut-être qu'on pourrait aller à 10 mm par seconde. Et bien déjà, rien que ça, si je peux faire du 35 microns, 30 microns de couche d'épaisseur en 10 mm par seconde avec une résine assez standard, je sais pas moi, l'Aquagré par exemple, Wika de chez Frozen, que j'aime beaucoup, et bien déjà, ça va être relativement cool. Alors, je vous le dis dès maintenant, la machine, vous voyez ici, elle n'a pas encore imprimé, elle a fait que de l'impression à vide. Dans le cas du développement de Litchi Slicer, ben forcément, on a travaillé sur format de fichier, on a testé beaucoup de choses, mais j'ai imprimé à vide. Et je ne vous cache pas que ce 20 mm par seconde, vous allez voir par la suite, c'est ultra impressionnant. D'ailleurs, tous ceux qui l'ont vu tourner, ils disent « Oh la vache, ça va super vite ». Donc voilà, c'est cool. Allez, c'est pas tout, mais dites-moi en commentaire, est-ce que vous êtes déjà passé à cette machine-là, vous l'avez peut-être précommandé, est-ce que vous trouvez ça plutôt cool? Est-ce qu'il y a des interrogations justement, est-ce que le plateau c'est un problème et tout? Donc lâchez-vous sur les commentaires, dites-moi vous êtes partant de cette nouvelle génération en termes de précision ou en termes de vitesse. D'ailleurs, qu'est-ce que vous préférez? Je vous cache pas, je vous biaise directement déjà la réponse potentielle. J'ai quand même vu beaucoup de gens qui s'intéressaient pas à la vitesse, mais qui s'intéressaient plutôt à la qualité. Mais il y a des gens qui m'ont dit exactement le contraire. Donc voilà, dites-moi, vous êtes plutôt team vitesse ou team qualité, ce serait quand même relativement intéressant. Donc lâchez-vous au niveau des commentaires. Allez, c'est parti pour le test. La machine est toujours proposée avec un joli capot, voilà, qu'on doit soulever, le grand classique. Ça fait le taf, mais j'avoue que j'ai préféré un système qui monte sur le dessus. Et on retrouve le plateau ici, vous voyez, qu'on dévisse. Et là, chose assez intéressante, donc on a un joli plateau avec une belle gravure comme ça, laser en dessous. Donc il marche plutôt bien, j'avoue que voilà, ces systèmes-là sont plutôt assez efficaces. Mais le point intéressant, voilà, c'est qu'on n'a aucune vis de réglage ni quoi que ce soit sur le plateau. D'ailleurs, la potence ici au milieu, enfin la potence, le support est plein, donc pas de résine entre les deux. Toutefois, la surface ici est un peu petite, donc j'ai peur qu'avec les mains, ce soit un petit peu galère là-dessus. Donc vraiment, il n'y a qu'à emboîter, on serre, et le plateau, comme ça, est réglé. Alors, j'avoue que, hop, oui voilà, on a intérêt à bien le placer, car il était mal aligné. D'un point de vue résistance, on se rend bien compte que voilà, ça bouge pas du tout. Et en fait, je viens de remarquer un truc. En testant là-dessus, sur le côté ici, eh bien, il y a une partie flexible. Il y a un capuchon, voilà, ici. Tiens, c'est assez étonnant, histoire de cacher, on va dire, l'ensemble. J'ai l'impression, donc c'est pas bête. Ça permet de visser séparément, et donc, hop. Voilà, donc quelque chose de protection. Et là, c'est entièrement vide à l'intérieur. Entièrement vide ici. Et j'ai un truc en dessous. Et bien en fait, il y a le capteur de pression qui se trouve juste en dessous de la potence. Apparemment, il est juste ici. Et la partie creusée doit permettre de donner un peu plus de flex pour mieux détecter les variations. Je pensais que c'était sur l'écran. Et bien en fait, il se trouve en dessous directement. Vous remarquerez au passage les espèces d'équerres pour vraiment stabiliser ensemble les rats linéaires. Enfin vraiment, ça bouge pas du tout. C'est plutôt voilà, assez stable. En fait, c'est l'imprimante que je bouge tout simplement. Et juste en dessous, on a le bac avec leur nouveau FEP. Alors, je me suis renseigné un tout petit peu. Ça permet effectivement d'avoir moins d'accroche au niveau des impressions. Toutefois, c'est une surface qui devrait être un peu moins résistante dans le temps, donc s'user un peu plus rapidement qu'un FEP classique, enfin un NFEP plutôt. Voilà, donc on a ici un bac tout métal qui résonne bien avec les vis du grand classique, le support pour surélever le plateau, donc voilà, aucun problème sur le bac. Et on a juste en dessous l'écran. J'ai encore la protection et c'est fourni avec une protection d'écran que je vais installer juste maintenant. Bon, après 10 minutes à me galérer, j'ai fini par l'installer. J'ai encore des micro-bulles ici et là que je n'arrive pas à enlever. Franchement, c'est la galère. Je pense pas que c'est la poussière. C'est pour ça que je déteste les films de protection sur les écrans qui, au final, je vous le montre dans le cadre de la vidéo. Mais une fois que j'ai fini ma review,
je vais l'enlever, car pour moi, c'est quelques microns que l'on perd en précision. Et en fait, on a déjà le FEP et tout par-dessus. Vu la précision de l'écran, c'est un peu dommage de perdre encore un petit peu en qualité. Bref, je le laisse dans l'immédiat, mais j'ai des micro-bulles ici et là, et a priori, ça pourrait se voir sur les modèles. Donc on va voir au niveau du résultat final. Donc l'imprimante maintenant, on va dire, est prête. Je n'ai plus qu'à remettre le bac, la résine et tout. Voilà, donc on n'a plus qu'à lancer les impressions. Pour la première impression, je me suis dit que j'allais réimprimer mon archelette. N'hésitez pas à voir la vidéo là-dessus, il y a tout le tuto, tout ça. Pourquoi? Parce que c'est une forme qui est assez finalement assez fine. Alors il y a pas mal de modèles. Là, vous avez 10 exemples, enfin 10 parties à imprimer directement sur le plateau. Et vous remarquez, voilà, la forme, en fait, il n'y a pas beaucoup en fait de surface à imprimer. Car pour imprimer vite, il faut justement que voilà, ces sections soient assez petites pour en fait éviter, enfin pour que l'arrachement finalement de votre impression du plateau, enfin du bac, soit assez facilité. C'est une des contraintes. Alors voilà, j'ai fait appel à la résine, la High Speed, proposée donc par Anycubic, qui est hyper liquide, vous voyez, franchement, on dirait du lait, à peu de choses près. Et j'ai donc lancé l'impression, et le plateau descend un petit peu doucement, il n'est pas en High Speed. Et chose assez étonnante, regardez les petites bulles d'aéropassage, là il est descendu faire son home, il remonte, il remonte, il remonte, il est relativement haut avant de redescendre relativement bas. Alors j'avoue que j'arrive pas à comprendre. Notez bien quand même les bulles qui apparaissent pour vous dire que voilà, ne sous-estimez pas en fait ces mouvements de plateau qui peuvent apparaître lorsque vous avez de la résine, ce qui fait des fois que ces bulles notamment, ces petites projections que vous avez directement sur le capot. Donc voilà, et là vous remarquez l'impression s'est lancée. Et le temps d'attente est quand même relativement court, le temps de descente est relativement assez rapide. Et là, l'imprimante, en fait, pendant les 50 premières couches, va avoir un mouvement, entre guillemets, un peu plus lent. Et c'est après que ça va passer en vitesse maximum. Et là, maintenant, je suis passé en vitesse normale. Les 50 premières couches sont passées. Donc oui, ça monte et ça descend quand même relativement vite. Alors, notez aussi que c'est le moment où le plateau sort en dehors de la résine avant de redescendre. Et là, la vitesse est très rapide. Donc attention à vraiment faire attention à ne pas avoir en fait de la résine au-delà du niveau maximum, car vous pourriez vraiment faire déborder. C'est vraiment très rapide. Le plateau est bien sûr très grand. Donc ça bouge énormément la résine. Alors, petite parenthèse aussi pour ça qu'on met du light off delay pour que la résine se stabilise avant de, on va dire, de se durcir. Alors, petit point relativement rigolo, c'est la première fois que j'ai une imprimante qui imprime en fait en même temps que je reste dans le bureau et qui finit en fait avant que je ne quitte le bureau. C'est-à-dire qu'on fait des impressions maintenant en quelques petites heures. Et là, vous voyez, je suis maintenant à peu près à 1 heure d'impression. On a quelque chose de vraiment très concret, on voit vraiment que tout se passe bien, et ça j'avoue que c'est vraiment agréable de voir vos impressions apparaître très rapidement sous les yeux. Il y a un petit truc que j'aime bien sur l'écran, en fait, c'est la preview de l'impression où en fait on voit bien sûr la couche à droite là, mais aussi cette preview où on voit la ligne, en fait sous la ligne, c'est en 3D, au-dessus, c'est une image, c'est cool. L'impression est maintenant terminée, voilà, tout s'est bien passé. Alors on a pour les stats une vitesse quand même de 80 mm par heure pour voilà, donc 423 ml de résine. Voilà, tout ça en un petit peu plus de 2 heures, 2h27 minutes. Donc on est un petit peu en dessous de la vitesse annoncée d'Anycubic. Alors il faut mettre ça peut-être sur le dos, sur le light off delay, cette petite pause de 0,5 secondes par toutes les couches. Ça rajoute de la durée et donc on devrait être assez proche en fait du résultat qui est annoncé. Je pense en grattant un petit peu, mais voilà, quand on regarde l'impression au premier coup d'œil, franchement, ça a l'air franchement plutôt bien réussi, aucune mauvaise nouvelle, bref, une bonne impression. Maintenant, voilà, j'ai enlevé le plateau donc de l'imprimante, mais je vous cache pas que c'était un petit peu compliqué. Je reparlerai à la conclusion, vous voyez, ça passe juste, forcément fait couler de la résine partout, vu qu'elle est quand même relativement liquide, donc attention avec les très hautes impressions. J'ai enchaîné avec ce modèle 3D de Chun-Li de Street Fighter. J'adore le jeu, j'adore le personnage. Alors ce qui m'a beaucoup intéressé sur ce modèle-là, bien évidemment ce qui était découpé, etc., relativement haut, j'aime bien les grands prix, mais surtout quand on le voyez ici, vous allez voir en fait par la suite, il est très détaillé, il y a beaucoup de micro-grains. Et donc c'est un modèle qui se prête bien justement à tester une imprimante de haute résolution. Vous voyez, il y en a partout sur
tous les vêtements, vraiment, il y a ces motifs, même sur la base, qui est quand même très très intéressant. Alors le modèle, j'ai entièrement supporté avec Litchi Slicer, comme d'habitude, il y a quand même beaucoup de boulot sur voilà, la préparation. Pour la résine, j'ai pris une résine un petit peu différente, j'ai pris de l'Aquagrey 8K de chez Frozen, qui est une résine de haute qualité, haute précision, qui est forcément un petit peu plus chère. Voilà, donc bien évidemment, l'impression qui se refait comme juste avant, ces petits moments un petit peu lents. Je vous le cache pas, les bulles, je vais pas me répéter, mais c'est exactement la même chose. Et voilà l'impression terminée, j'avoue que c'est au premier abord plutôt très très bien. Je précise, je l'ai lancé d'abord une première fois et rien n'a accroché au plateau. L'imprimante n'a rien détecté, elle est censée détecter ces print failures, donc ces impressions ratées, et il n'y a rien eu. Et en fait, je n'entendais pas le bruit du FEP qui se décolle, et j'ai cru que celle-là allait reposer problème, car j'entendais pas de bruit au niveau du FEP. Il était tard, je me suis dit, bon, je vais essayer de tourner, on verra plus tard. Et en fait, l'impression était là ce matin, donc bonne surprise, comme quoi, faut se méfier du bruit au niveau du FEP, qui n'a donc pas eu lieu. Au niveau des statistiques, impression à 24,6 mm par heure, c'est quand même très rapide, sachant qu'il y avait quasiment 5000 couches de 30 microns pour une durée totale de 6h21 minutes. Voilà, pardon, 6h02 minutes, excusez-moi. Juste 6 heures pour imprimer autant de layers en 30 microns, franchement, c'est hyper intéressant. Maintenant, plus qu'à voir le résultat une fois que ça va être nettoyé. Et là, on a le résultat qui est quand même plutôt très très propre. Alors, si on regarde relativement près, on voit effectivement le grain dont je parlais avant dans les Litchi Slicer, mais c'est pas aussi marqué, contrasté que je le pensais. Je pense qu'il faut que je fine un tout petit peu. Par contre, voilà, les surfaces sont super fines, pas de problème d'anti-crénalage. Mais petit défaut bizarre, le raft fait environ 3 mm au lieu de 0,5, d'où ces petits problèmes d'accroche. Alors, j'ai enchaîné sur un autre type d'impression, plutôt pour tester, en fait, pour comparer avec la Frozen, la Sonic Mini 8K. En fait, c'est pour une autre vidéo sur les îlots. Vous voyez, dans le Litchi Slicer, j'ai deux modèles, enfin deux fois le même modèle préparé, avec support pour tous les îlots, les islands, ou pas du tout. Je parlerai plus tard. Et là, pareil, l'imprimante a détecté à 67% que l'impression n'avait pas marché. 67% et pourquoi pas avant. Le détecteur ici, un peu parti en vrille. J'ai relancé l'impression sans rien changer. Et là, l'impression a, je dirais, bien marché, aucun souci là-dessus, ce qui est quand même assez bizarre. Au passage, les impressions tiennent plutôt bien sur le plateau, mais voilà, aucun problème avec les petites spatules que j'utilise tout le temps, lien en description, pour tout enlever. Et quand on regarde le résultat, c'est plutôt très très fin, mais en fait, je vois pas trop la différence avec mes impressions faites sur la Sonic Mini 8K, qui est une résolution finalement relativement proche. J'ai profité de cette M5S 12K pour développer le prototype du Litchi Cleaner. Vous voyez donc cette fonction de Clean Tank que l'on propose sur les imprimantes pour nettoyer finalement le fond du bac qui va imprimer cette grosse couche. Voilà, j'ai fait ce modèle sous Fusion 360. Vous avez le lien donc directement donc en description de la vidéo. Donc j'ai fait voilà tout le tuto. Et voilà, donc j'ai imprimé plusieurs fois les modèles avec Litchi Slicer. Donc il y a eu différents designs. J'ai testé voilà les formes, la quantité de résine utilisée, etc., etc. Donc les premiers prints, voilà, 46 minutes, ce qui était déjà assez rapide. Et donc, au fil des versions, j'ai affiné un petit peu le profil et tout pour imprimer aussi de plus en plus de Litchi Cleaner. Vraiment, j'en ai imprimé beaucoup, je vous le cache pas. Et vous voyez, des impressions qui ont plutôt dans l'ensemble très très bien marché. Et je vous cache pas que j'ai quand même utilisé des fois Litchi Cleaner pour nettoyer. Et là, vous voyez, je suis à 25 minutes d'impression pour tester mes prototypes toujours en 100 microns. Donc, directement sur le plateau. Donc, beaucoup d'objets en même temps. Et là-dessus, j'ai un bon état de surface. La petite texture, le petit grain, ça s'enlève facilement. Et j'avoue que pour ça, la M5S est un super outil de production quand vous voulez faire du prototypage. J'en parlerai donc pendant la conclusion. Bien sûr, un petit coup d'UV pour voilà, solidifier l'ensemble. Et il n'y a plus qu'à utiliser le Litchi Cleaner voilà, directement pour enlever cette couche au fond du bac. Et franchement, ça marche très très bien. Et il est maintenant temps de conclure sur cette M5S d'Anycubic. Alors, comme d'habitude, je pars du mieux, on va dire du positif vers le négatif et donner mon avis final. J'ai aussi parlé un petit peu de la M5, en fait, qui est, on va dire, la petite sœur de cette M5S, parce qu'on a des différences, mais le choix entre les deux. Bref, déjà, dans l'ensemble, pour le côté positif, c'est justement ces spécifications techniques, ces specs, voilà, ça couvre beaucoup de choses, il y a plein de nouveautés qu'on ne voyait pas vraiment ailleurs, ou un tout petit peu. Alors, bien évidemment, ça commence par la vitesse, je vais revenir assez longuement par la suite, dans le positif et le négatif, bref, la vitesse. Vous avez ces capteurs, justement, ces systèmes pour
faciliter la vie de l'utilisateur, donc le plateau qui n'est plus à régler, donc vous voyez c'est un plateau qui est fixe, ce système qui est capable de s'adapter donc à cette orientation au niveau du plateau, détecter si l'impression a été ratée, détecter s'il n'y a plus de résine, bref, pas mal de choses là-dessus, donc voilà, c'est très très bien, et en plus, vous rajoutez, en plus de cette vitesse et capteur et tout, un écran en 12K, donc rappel, attention, attention, dans 2K, c'est plutôt la taille des pixels, on est sur des pixels environ de 22 microns, comme je vous disais à un moment, c'est des pixels qui sont rectangulaires, donc 18 par 24, 19 par 24, pardon, on va dire 22 microns plus ou moins de taille de moyenne. Et après, si on rajoute, en plus de ces spécifications techniques, la vitesse et tout, vous avez une construction qui est quand même plutôt assez qualitative, une potence comme d'habitude, enfin comme d'habitude parce qu'avant c'était pas le cas, mais maintenant ne bouge plus du tout, c'est hyper stable, enfin vraiment ça marche très très bien. Il y a quand même beaucoup de métal, avec un peu de plastique derrière autour, mais construction assez qualitative. La navigation au sein du menu aussi marche quand même plutôt bien. Anycubic a enfin retravaillé, c'est quelques imprimantes où ils améliorent les choses, mais on a enfin des vrais menus qui marchent bien, qui sont clairs, vraiment bien pensés, avec un vrai design moderne et pas un truc des années, on va dire, du millénaire précédent. Franchement, dans l'ensemble, c'est quand même plutôt bien au niveau de ses caractéristiques et de la machine. Bref, c'est une machine qui marche bien dans l'ensemble. Alors, voilà pour un peu le côté positif au niveau des specs. Maintenant, j'ai parlé de la vitesse. Et c'est un point qui est assez important, car la vitesse, il y a un côté positif et un côté, on va dire, négatif. Le côté positif, eh ben effectivement, c'est qu'on peut imprimer très très vite. Vous l'avez vu notamment au niveau de ces arches-là. Anycubic annonce une vitesse d'impression de 105 mm, donc 10 cm et demi par heure. C'est quand même très très rapide, c'est très très haut pour une vitesse voilà donc assez impressionnante. À imprimer avec des montées et des descentes de 20 mm par seconde, franchement, c'est assez costaud. Donc ça c'est vraiment super cool et j'ai pu, moi de mon côté, tester des concepts, des designs, notamment ce qui se trouve actuellement sur le plateau. Très rapidement sur la machine, itérer et donc avoir des impressions qui durent 20-25 minutes pour tester un design. Franchement, c'est quelque chose de vraiment génial. Donc voilà, la vitesse, c'est super cool. Et surtout, ce qui est assez rare, souvent on voit des spécifications techniques. Justement, ça fait ça. Et on veut essayer de cocher les cases, ça ne marche pas du tout. Et là, cette case, elle est cochée, ça va vraiment à la vitesse qui est annoncée. Alors, j'en parlerai donc par la suite, car je vous dis, il y a des points qui sont négatifs. Donc voilà un peu dans l'ensemble. Maintenant, si on passe plutôt au point, on va dire, un peu moyen, voilà, ni positif ni négatif, il n'y a pas grand-chose. Déjà, typiquement, c'est le capot qui se trouve ici. Ce capot, voilà, encore, faut se lever, alors que certaines machines proposent un capot qui va être coulissant, qui va basculer en arrière, ou des portes. Bon, c'est pas très grave, mais c'est, on va dire, peut-être voilà, un peu dommage pour une machine qui se veut un peu plus qualitative. Voilà, c'est pas critique. Après, des petits détails, typiquement, encore et toujours, ça m'énerve énormément. L'alimentation, pas le câble, mais enfin si qui est derrière, mais le bouton power qui est derrière, mais presque au milieu, c'est compliqué à atteindre. Bon Dieu, mettez un bouton sur l'avant de votre imprimante 3D, franchement, c'est pas compliqué. Je vais revenir par la suite. La clé USB, c'est pareil, hop, qui se trouve à l'arrière. Et je parlais de clé USB, arrêtez de fournir des clés USB de merde, désolé, je sais que YouTube n'aime pas les gros mots, mais franchement, c'est la misère. Faut pas avoir confiance là-dedans, jetez-les. Et vous voyez, la mienne, tordue directement. Bref, achetez une bonne clé USB, ça va fiabiliser vos impressions 3D. Mais ce qui pour moi est le plus entre les deux, ça dépend des usages, c'est qu'Anycubic, c'est pas la première imprimante. Ils ont commencé avec la Mono X2, d'ailleurs je dois sortir le test, qui, en fait, ils ont raboté sur l'axe Z. Avant, aller à 24,5 cm en moyenne, ils sont passés à 20 cm. Et moi, perdre 4 cm et demi de hauteur pour une machine qui évolue dans le temps, j'ai envie de dire, faites plutôt plus grand, plutôt plus de grandes machines, et là, ils rabotent en hauteur. Donc, si vous faites que de la miniature, des petits modèles et tout, vous verrez pas la différence. Vous faites plutôt des modèles un peu plus grands, et on est quand même sur une machine de taille moyenne, 4 cm et demi, 4 cm plus ou moins, on va dire, et ça peut se sentir. Ces arches-là, il fallait pas grand-chose pour que je ne puisse pas les imprimer avec, alors que je peux les imprimer sur d'autres machines, et éventuellement des plus petites machines aussi. Voilà, donc ça, j'avoue que pour moi, c'est quand même un gros frein. Voilà un petit peu pour ces côtés, on va dire, entre les deux, c'est un peu du chipotage, c'est pas très grave, je dirais là-dessus. Et maintenant, je vais attaquer les points négatifs et je vais revenir sur la vitesse. Alors, j'ai beaucoup à dire, désolé du blabla qui va arriver. Donc la vitesse est très bien, mais ça implique beaucoup de choses. Typiquement, ça implique, on va dire, des concessions. Au niveau du modèle, vous ne pouvez pas imprimer pour faire ces 10 cm par heure, on va dire,
Il y a certaines contraintes. Déjà, il faut utiliser de la résine qui soit très fluide, très liquide, qui est quand même très flotteuse. Il faut dire ce qui est, c'est ça qui est dans la machine à l'heure actuelle. Donc cette résine ultra fast, alors il n'y a pas que celle des Nycubic, il y en a d'autres, bien évidemment, mais bref, une liquide qui est quand même très fluide, donc ça limite vos choix de résine. Je suis très résine qualitative, je ne vous cache pas qu'elle n'est pas ultra qualitative, cette résine ultra fluide. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, il va falloir que vos modèles n'aient pas de grandes surfaces à décoller, donc des petites surfaces. Donc les arches, pour moi, ça s'y prête parfaitement. C'est des petits tubes et tout ça, il n'y a pas de problème. Mais vous avez des modèles avec des grandes sections, des grandes coupes, avec plein de pixels, donc vraiment des grandes surfaces à décoller. Arrachez pas aussi fort, forcément, ça a posé problème. Donc ça, voilà, tous les modèles ne s'y prêtent pas. Mais dans le négatif, il y a un côté positif, c'est que qui peut le plus, peut le moins, sans forcément arriver à des vitesses aussi lentes maintenant que ce qu'on avait avant. Au lieu de faire du 20 mm par seconde, ce qui est la vitesse maximum de la machine, je vous dis c'est vraiment super impressionnant, vous pouvez très bien imprimer à 8 mm par seconde. Déjà ça, c'est le double de ce que j'imprimais par exemple avec une Mono X2 de génération précédente. De monter et descendre 2 fois plus rapidement, c'est pas négligeable, car dans le temps d'impression, ce qui est le plus long, c'est pas le temps d'exposition en général, ça va être justement le temps de montée et de descente et voir les pauses. Donc toute vitesse de pouvoir accélérer, c'est du gain de temps. Mais là, c'est pareil, d'aller vite, ça peut impliquer aussi d'autres problématiques, c'est-à-dire si vos modèles sont mal supportés, des supports trop fins, ça peut lâcher plus facilement. Donc attention, la vitesse est très vendeur, c'est un gros plus, mais pour commencer, soyez très conservateur, commencez à imprimer doucement et tout, et accélérez au fur et à mesure. Surtout si vraiment vous êtes un débutant ou une débutante dans l'impression 3D résine. L'autre point qui va avec justement cette vitesse, c'est ce nouveau film au fond du bac, ce film ACF, qui, je vous le rappelle, voilà, est givré. C'est un truc où sur le papier, c'est pareil, c'est génial, le film ACF accroche environ 30 à 40% moins qu'un film NFEP qui lui accroche moins qu'un film FEP, les films de première génération. Donc au fil du temps, ces films qu'on a au fond accrochent de moins en moins au niveau de l'impression, ce qui fait qu'on peut accélérer parce que l'arrachement demande moins de force, ce peeling, donc le fait de décoller les couches du film au fond, donc vous avez moins de force à appliquer dessus, moins de risque de décalage de couches, et encore ça c'est lié à d'autres facteurs. Donc bref, c'est quand même un gros plus. Et aussi des supports plus fins, parce que qui moins de force et que lever le modèle, attention quand même à l'accélération, décélération quand même. Mais bref, vous avez moins de force à appliquer, et donc forcément, on peut aller plus vite. Mais le film ACF, il y a aussi un défaut. Là, je vous montre une image que m'a fourni mon collègue Derek, que je salue bien bas, qui est notre tech writer sur Litchi Slicer, mais à côté, c'est un fanatique de la précision. Il passe son temps à calibrer les résines, les modèles, les imprimantes. Franchement, c'est un truc de fou. Et donc, cette photo-là vous montre justement un NFEP, enfin le même modèle, imprimé avec un NFEP et un film ACF. Et vous voyez sur le film ACF l'espèce de peluche qui apparaît dessus, c'est propre, malheureusement, ce film-là, il est givré, ça donne une espèce d'imprécision. Je vous remonte aussi un retour du youtubeur Vogue, qui est un youtubeur anglais, qui justement avait des impressions bizarres, notamment avec la M5S et d'autres imprimantes qui ont des films ACF, et je lui ai dit, non, le truc c'est, a priori c'est le film. Et il a fait des tests sans film, et forcément, le résultat n'était pas le même. Alors, il y a beaucoup de drama en ce moment, sur YouTube, etc., autour de ces films ACF, la vitesse, la qualité, y compris dans le YouTube français. Voilà, donc là, c'est un exemple très concret que je vous ai montré. Alors, maintenant, la réalité, c'est que ces photos sont prises aussi en très gros plan. Donc, bon, forcément, on voit plus des petits défauts. Mais c'est un peu dommage de proposer des imprimantes 3D qui ont des pixels qui font environ 22 microns, voire 18 microns pour certaines machines concurrentes, donc très très précis, si le film est en train de vous niquer tout, j'ai pas d'autre terme, voilà, parce que il est givré, déjà la lumière va diffuser autrement. Autre détail qui va avec, la machine est livrée avec donc ce système de protection d'écran, ce protecteur d'écran comme sur un téléphone portable, ce qui est très bien et ça va rassurer les débutants, ce qui est vraiment un truc qui est très positif. Mais de l'autre côté, ça va vous rajouter 200 microns d'épaisseur entre l'écran et le début du film. Et le film ACF est plus épais qu'un NFEP ou un FEP normal, environ 200-250 microns en moyenne. Donc on va rajouter donc 200 microns de protection, 200-250 microns d'ACF, allez on va arrondir à 400, soyons généreux, enfin soyons plutôt, je dirais gentils, 400 microns d'épaisseur. Donc vous avez des pixels qui font 22 microns, avec de la lumière qui, comme ça dessus, qui va devoir passer 400 microns, dont 200 microns givrés, avant d'arriver à commencer à polymériser votre résine. Donc c'est très beau sur le papier, mais c'est quand même aberrant d'avoir
finalement une imprimante, un écran très précis et un système qui rend votre impression moins précise. Alors là, quand on regarde les impressions et tout là-dessus, franchement, on ne le voit pas trop. Mais là, justement, ma prochaine étape, moi, c'est faire plus de print avec un NFEP, avec de l'ACF, et des résines mieux calibrées. Je vais revenir justement juste après pour vraiment constater les choses. Parce qu'à l'œil nu, franchement, quand on regarde comme ça, je fais beaucoup de blabla dessus. Mais bon, franchement, l'impression est précise. Mais je m'attendais à plus précis. Voilà, donc ça, j'étais un petit peu déçu. Le modèle est très précis à plein de grains. Et ça manque de contraste au niveau du modèle. Mais ça, maintenant vient un autre point. J'ai peut-être mal calibré ma résine, car j'ai l'impression que, et ça me paraît très logique, pour avoir de la vitesse, on veut aussi réduire le temps d'exposition. Donc on va balancer des UV à mort. Je pense que le système d'éclairage UV est ultra puissant. Ce qui fait que là, sur cette résine ultra rapide, je pense qu'ils ont blindé en photomère pour accélérer le process donc de solidification. Mais pour du 100 microns, où ils indiquent c'est, je ne sais plus, 1 seconde 2 ou 1 seconde 5, c'est hyper court pour du 100 microns d'épaisseur. Donc à mon avis, c'est blindé. Donc je pense que j'ai un peu trop surexposé. Donc maintenant, voilà, je vais devoir un petit peu affiner ça. Ça prend du temps de calibrer. Je manque de temps, je ne vous le cache pas dessus. Bref, attention à tout ce côté vitesse. Mais de l'autre côté, comme d'autres choses qu'ils ont acheté dans la machine, ça a pavé finalement le chemin à d'autres machines. Tout le monde se met finalement au film ACF. Les gens vont commencer à améliorer, enfin les fabricants vont commencer à améliorer ça. La vitesse va devenir un standard. Donc ça, c'est un gros plus. Et là, franchement, c'est cool. Anycubic a lancé un pavé dans la mare pour faire changer les choses et c'est cool. Donc ça, c'était vraiment un point important sur la vitesse. Maintenant, toujours dans les nouveautés qui ont été rajoutées sur l'imprimante, je le disais, donc dans le côté positif, il y a plein de capteurs, de machins, etc. C'est super cool. Mais il y a un gros mais. Déjà, au niveau du réglage automatique du plateau. Ça marche et ça marche pas. Vous l'avez vu dans la vidéo, voilà, j'ai fait l'impression qu'on marchait, mais je trouvais avec typiquement l'impression qui se trouve dans le bac à l'heure actuelle, où j'ai des morceaux qui étaient manquants. Ou alors, typiquement, ces modèles-là, j'ai imprimé donc ce modèle-là, et le plateau, j'avais rien dessus. Je lui dis pourtant, bizarre, j'avais imprimé typiquement ce modèle avant dessus, où j'avais un raft qui était hyper épais, je n'avais rien changé. Pourquoi ça marchait plus, même paramètres d'impression et tout. Donc j'ai un peu cherché, j'en ai parlé avec Anycubic aussi, je fais quelques réglages et tout dessus, ça toujours de façon aléatoire. Donc ça pour moi c'est un vrai problème, c'est que ce système pour moi il est très bien sur le papier, ça va rassurer les débutants, mais je pense qu'il a besoin d'être un petit peu fine-tuné, un petit peu amélioré. Mais l'idée est là. Ce qui se passe c'est que typiquement donc ce modèle là justement ici, c'est que je l'ai imprimé voilà une première fois, et j'avais rien, j'ai regardé le bac etc, je l'ai remis une deuxième fois, j'ai relancé l'impression, ça a marché nickel. Je soupçonne que le serrage ici du bac doit impacter le réglage de ce système-là. Et là, on parle quand même de quelques, on va dire, dixièmes de millimètre, donc il ne faut pas grand-chose pour que ça joue. Donc voilà, pour moi, ce système-là, il est intéressant, mais je préférerais finalement un écran qui ne bouge pas du tout, avec un plateau que je peux régler, parce que je suis aussi expérimenté, et parce que une fois un plateau est réglé pour moi, je n'y touche plus jamais. Mais ça va de mise finalement avec ce capteur rajouté sur la potence, où ce n'est pas les premiers, j'insiste bien par contre là-dessus, c'est qu'au niveau de ce capteur-là, qui détecte deux choses, est-ce que l'impression est ratée, c'est-à-dire en fait ça commence à imprimer, puis il n'y a plus de force à piquer dessus, donc dire il n'y a plus de force, il n'y a plus d'impression. Donc ce système-là, et aussi la détection de résine dans le bac, ça ne marche pas vraiment très très bien. C'est-à-dire que l'impression ratée, justement, quand celle-là a raté, vous l'avez, voilà, à 67%, ça m'a dit la pression est ratée. En fait, il n'y avait rien du tout sur le plateau. Donc, ce n'est pas qu'il y avait un truc qui manquait ou quoi que ce soit. Il n'y avait rien du tout. Et donc, il a fallu attendre 67% de l'impression pour me dire le truc a raté. Donc, ça marche, mais ça marche mal. Voilà. La détection de résine, franchement, ça m'a dit, effectivement, quand le plateau est vide, ça me dit, le bac est vide parce que je fais des tests souvent à vide pour pas mal de choses pour le boulot. Là, ça me dit qu'il manque de la résine. Mais après, qu'il y a un peu de résine, beaucoup de résine, là-dessus. Donc, pour dire que ces systèmes-là, c'est très bien les avoir mis, mais ça manque, entre guillemets, de maturité. Et tout à l'heure, je parlais effectivement de paver la route. Et là-dessus aussi, ils ont pavé la route. Alors, attention, pour le capteur, on va dire, de résine, détection d'impression ratée, vous avez l'Athena quand même qui était les premiers à faire ça, qui est un capteur plus performant, qui est intéressant, mais voilà, on commence à avoir ça. Et puis, il ne faut pas se leurrer, si Anycubic le fait pour cette machine-là, tous les fabricants, dans l'espace de l'année qui va venir, fin 2023, début 2024, vont tous proposer des choses plus ou moins similaires qui vont plus ou moins marcher. Donc voilà, donc ça c'est le côté cool dans le côté finalement négatif. Ça marche pas terrible, mais
ça va amener forcément des gros changements. Et après, c'est pas dit qu'une mise à jour du firmware, du micro-logiciel de l'imprimante 3D qui va peut-être arriver un jour, va améliorer ce système-là pour que ça soit plus efficace. Donc, je pars pas du principe que, mon Dieu, c'est pourri, ça marche pas. C'est, dans l'ensemble, moi, j'y fais pas attention, ça me pose pas trop de soucis. Il y a juste le réglage du plateau automatique. Maintenant, voilà, je sais que je fais plusieurs impressions où je ne serre pas à fond mes vis, je les serre un peu moins et ça marche. Donc, je touche du bois à l'heure actuelle sur ce système-là. Donc, voilà, je fais attention. Après, il faut aussi voir un truc. La machine, j'ai depuis quelques temps, je l'ai eu avant les autres personnes. C'est quand même des pré-séries. Donc, c'est pas dit que les machines que vous allez peut-être recevoir, vous avez peut-être déjà reçues au moment où vous regardez cette vidéo-là, seront peut-être un petit peu mieux. Donc voilà un peu pour ces côtés positifs et négatifs. Maintenant, mon avis global. Alors, déjà, je n'ai pas parlé du prix, et j'aime pas trop parler du prix des machines dans les vidéos, mais au moment où je l'enregistre, cette machine est vendue à 500 € sur le site officiel, sachant qu'elle a été lancée à 400 $ en précommande, donc déjà un prix très agressif. Mais même 500 €, qui est un prix un peu standard pour ces machines de moyen format. 500 €, mais alors je ne sais pas si c'est une promotion, mais elle est livrée avec une machine de wash and cure, ces machines, donc pour faire le post-traitement par la suite, qui est indispensable pour ces machines-là. Donc franchement, pour 500 € vous avez le pack. Franchement, c'est génial. Vraiment, vous avez le très bon combo pour partir. Donc le prix pour moi est très contrôlé. De l'autre côté, vous avez donc la M5, qui est la petite sœur, qui est le même format, le même volume, etc., mais qui n'a pas la même fonctionnalité. Vous avez l'écran 12K, mais ça s'arrête là. Il n'y a pas le film ACF, je crois qu'il n'y a pas la connexion avec le téléphone que je n'ai pas montré, parce que c'est un gros gadget qui ne sert à rien pour moi, tout du moins. J'adhère pas à ce genre de truc. Je ne vous le cache pas. Il y a peut-être un défaut en tant que testeur. Mais bref, la M5, c'est la même M5S, mais castrée finalement du film ACF, donc de la vitesse, de la partie donc réseau, et donc de ses différents capteurs. Sauf qu'elle est vendue aussi à 500 €. Donc, enfin, 495, je crois, un truc comme ça. Donc franchement, pour le même prix, autant prendre justement ce bundle avec la M5S, vous aurez tout dessus. Et puis, bah, si le capteur de résine ne marche pas, bah, c'est pas très grave. Vu de toute façon, sur la M5, vous ne l'avez pas du tout. Donc pour moi, la M5 n'a que très peu d'intérêt. À moins que vous ayez vraiment une promotion de folie à pas cher du tout, pourquoi pas, mais sinon, la M5S fait le taf. Donc voilà, donc pour l'ensemble, pour dire, c'est que moi, au niveau de mon usage, je vais la garder avec ce film ACF que je critique, on va dire, parce que justement, je fais, moi, dans le cas de mes loisirs ou le cas du boulot ou ma chaîne YouTube, bah, des fois, je fais des concepts. Bah, typiquement, ces arches LED, ce système-là, voilà, de nettoyage donc, de l'écran lorsqu'on rate des impressions. Et ben là, pour moi, c'est génial parce que je peux imprimer très vite des concepts. Et là, le 100 microns, ça me suffit très très bien. Ça imprime en 100 microns, ça imprime en 100 microns. Je ne sais pas la différence. La résine n'est pas terrible, mais c'est pas grave. Pour du concept, aucun souci. Donc pour moi, c'est une machine de concept qui va être géniale parce qu'elle va très très vite. Mais de l'autre côté, bah, d'avoir un écran 12K, ça ne me sert à rien. J'aurai un écran 8K à la place. Ce serait exactement pareil. Donc voilà, j'ai mon usage à moi qui est un peu spécifique. Par contre, pour la précision, j'irai peut-être sur une autre machine qui va justement un peu moins vite, qui n'a pas ce film ACF, je mettrai un NFEP à la place, et puis voilà. Mais je peux le faire sur cette machine-là. Je peux remplacer le film ACF par un NFEP, et ça fait pareil. Mais bref, j'ai plein de machines, c'est cet avantage-là, je peux changer de machine. Mais pour vous dire que c'est pas pour moi une excellente machine parce que on essuie un petit peu les plâtres avec ces nouveautés. Mais ce n'est pas un frein. Donc bref, ça faisait longtemps que j'avais pas une machine, je ne vous cache pas qu'Anycubic, il y a des machines, j'étais déçu quand même récemment. Celle-là, franchement, je suis quand même plutôt content, c'est quand même assez cool. Les défauts sont plutôt des défauts qui vont dépendre de vos usages autour de l'impression 3D, mais ne vous lancez pas dans la vitesse au maximum. Pour moi, le prix est contrôlé. Alors après, je ne vous cache pas, j'aurais peut-être préféré payer peut-être 20, alors je ne l'ai pas payé, je vous le rappelle, hein, c'est une machine que j'ai reçue dans le cadre du développement de Litchi Slicer, mais je préférais plutôt une machine comme ça à la payer, mettre peut-être 20, 30, 40, 50 $ de plus pour avoir un capot qui se monte et qui se descend, avoir notamment la clé USB sur le devant ou le bouton power devant, tous ces petits trucs là pour rendre justement le côté plus confortable au niveau de l'usage. Mais encore et toujours, c'est du chipotage au niveau de la machine. Bref, une machine ensemble, je suis content, mais je vais continuer à fine-tuner les paramètres parce que voilà, je suis encore un petit peu déçu de la qualité et je pense que c'est plutôt mes résines qui sont surexposées que la machine qui n'est pas capable d'imprimer. Et puis effectivement, avec et sans film ACF. Donc voilà, donc j'espère que ce test vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, en commentaire à vous lâcher. Posez vos questions justement sur ces technologies, ce que vous faites. Et puis même racontez votre vie. Franchement, j'aime bien quand vous expliquez ce que vous faites avec de l'impression 3D ou des projets créatifs que je peux faire. Franchement, j'aime bien voir ces échanges avec vous sur YouTube. N'hésitez pas, bien sûr, à rejoindre le Discord de Polyworkshop, de discuter avec les différentes personnes présentes. Surtout, partagez vos créations, vos impressions 3D, vos
Pourquoi pas, vous avez des trucs, astuces, partagez-les, vous faites des tutos, etc. Partagez la communauté, c'est vraiment super important pour nous. Voilà. Et puis, suivez-moi sur les réseaux sociaux, TikTok, Insta, Twitter, Facebook, etc., etc. Et puis surtout, je vous dis à très bientôt pour d'autres tests, mais aussi des projets créatifs, des petits projets un peu sympas en préparation, j'espère pour vous. Et bref, je vous dis à très bientôt. Allez, bye bye!